Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19 h de Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce mercredi. Un repreneur pour l'usine Le Jaby d'Yssingeaux en Haute-Loire. Les 93 ouvrières du fabricant de lingerie se voient promettre le maintien de leur emploi. Jean-Pierre Chevènement renonce à se présenter à la présidentielle. Il estime avoir mené à bien son rôle pédagogique sur l'Europe et la désindustrialisation. Les candidats à la présidentielle invités à signer un contrat social pour le logement par la Fondation Abbé Pierre. François Hollande, le stylo à la main, a été aspergé de farine par une personne isolée. Pourquoi tant de mal logés en France? Eh bien, nous poserons la question à nos invités, les maires de Tours et du Havre, invités du 19 h, le sénateur PS Jean Germain et l'UMP Édouard Philippe. Également en débat ce soir dans le journal, pourquoi une nouvelle hausse ce jour des péages alors que les sociétés d'autoroutes engrangent des profits records. Un maroquinier sous-traitant des Malles Vuitton sauve l'emploi des Le Jaby, annonce du ministre Laurent Wauquiez, élu d'Yssingeaux. Le repreneur est déjà implanté de longue date en Auvergne. Le socialiste Arnaud Montebourg, qui s'était également mobilisé de son côté, espère qu'il s'agit d'une offre pérenne. Sandra Cerquera. Elles ont gagné leur combat, les salariés de Le Jaby. Après 3 semaines d'occupation du site, c'est le soulagement. Leur usine ne fermera pas. Laurent Wauquiez arrive avec le futur repreneur pour annoncer la bonne nouvelle. Le 1er mars prochain, les 93 salariés signeront un CDI. C'est un industriel local qui reprend l'activité, une PME de l'Allier, sous-traitante de Louis Vuitton. Dans cette bataille, j'ai eu besoin de l'implication du président de la République qui m'a permis de le sortir. Et si jamais il n'avait pas été là dès le début, tout au long des 10 jours, pour faire en sorte qu'on puisse bénéficier du maximum d'outils, aujourd'hui on ne serait pas là. Louis Vuitton est une marque phare du groupe LVMH. Son patron, Bernard Arnault, est un proche du chef de l'État. Il s'est engagé à passer des commandes à l'usine pendant plusieurs années. Les salariés passent de la lingerie à la maroquinerie de luxe. Elles vont donc devoir se former. Je crois fortement dans l'adaptabilité de ces personnes-là sur des compétences que l'on recherche. J'y crois fortement, oui. Ces dernières semaines, le sort de ces femmes est devenu un enjeu de campagne. À quelques semaines de la présidentielle, chacun leur tour, Arnaud Montebourg et Laurent Wauquiez s'y sont pressés pour se poser en sauveur. Cette victoire, c'est aussi celle de l'Élysée. Et nous sommes en ligne d'Yssingeaux avec l'une des Le Jaby dont le combat a ému toute la France. Jacqueline Porte-Latine, bonsoir. Bonsoir. Et quel est donc votre sentiment ce soir? Soulagement, j'imagine, avant tout. Oui, c'est un grand soulagement. On est heureuse quand même d'être arrivée quand même presque au bout de notre combat. Écoutez, on pense quand même très fort à tous ces collègues des autres sites de chez nous. On espère que les autres projets qui étaient ciblés pour Yssingeaux puissent s'épanouir sur les autres sites de Rieux, Bourg, Le Teil, Bellegarde. Mais il est vrai que ce soir, les visages sont partis quand même plus détendus Oui. partent jusqu'à Vous avez présent. entendu et vous avez rencontré le repreneur, donc le patron de la société Sofama, qui travaille évidemment pour le grand groupe de luxe LVMH. Il a dit que vous allez devoir vous remettre en question, changer de métier. Ça ne vous fait pas peur? Pas du tout, absolument pas. Vous savez, on est rentré dans cette entreprise à l'âge de 16 ans à peu près. Bon, pour ma part, j'ai 52 ans, donc on a toutes des anciennetés qui vont jusqu'à 36-40 ans. Et on a connu une reconversion, on était en bain, en lingerie de nuit, on a passé en dentelle, on s'est dit, on va y arriver, comment ça va se passer? Eh bien si, on a du courage, on est battante à Yssingeaux et on y est arrivé. Et vous allez coudre à l'avenir donc du cuir. Il y a eu un enjeu politique autour du sauvetage de votre usine à Yssingeaux. On entend Laurent Wauquiez dire tout cela est grâce à Nicolas Sarkozy. On a également vu, et on l'a vu à l'instant sur les images, Arnaud Montebourg qui s'était également mobilisé. Il avait une autre solution de son côté. Vous dites merci la présidentielle, merci la campagne. Moi je dis merci au combat qu'on a mené, à toute cette solidarité qu'on a eue. Et puis, je dis que M. Wauquiez, a accompli son travail de ministre.
Voilà, donc on a réussi un combat. Avec l'aide des politiques de tous bords. Avec l'aide des politiques de tous bords, oui. Bon, merci à vous, Madame Porte-Latine. Et bonne chance pour la suite de l'aventure à Yssingeaux. En tous les cas, le combat des ouvrières du fabricant de lingerie a contribué à mettre en avant la nécessité de produire français, un thème cher à tous les candidats, dont François Bayrou, le président du MoDem, qui a détaillé aujourd'hui ses propositions et notamment sur 7 priorités. Fabrice Cunet. Bonjour à tous. Pour se démarquer, François Bayrou a choisi le costume du candidat de la rigueur. 20 propositions économiques et fiscales expliquées ce matin dans un discours où François Hollande et Nicolas Sarkozy sont renvoyés dos à dos. Tous ceux qui prétendent qu'on peut à nouveau dépenser, qu'il n'est pas besoin de faire des économies, cela, une nouvelle fois, mentent et trompent. François Hollande est dans ce jeu. Nicolas Sarkozy est dans ce jeu. Son pari, l'équilibre budgétaire fin 2015. Pour ça, il propose 50 milliards d'économies en figeant les dépenses publiques pendant 2 ans et 50 milliards de recettes. La TVA serait augmentée de 2 points, 2 tranches nouvelles d'impôts sur le revenu seraient créées. Autre exemple de recette, François Bayrou veut raboter les niches fiscales. Le coût de rabot sur les niches devra atteindre 20 milliards en 3 ans, dont 10 milliards au moins la première année. François Bayrou propose toute une série de mesures pour relancer l'économie et le Made in France. Il est par exemple lui aussi favorable à une banque de soutien à l'investissement des PME. Pour le reste, le candidat centriste joue la carte de la différence alors qu'il stagne dans les sondages autour des 12%. C'est une course de fond. De temps en temps, vous vous arrêtez au ravitaillement, reprendre une bouteille d'eau et puis vous continuez à courir en même temps. C'est pas là le problème. Pas d'inquiétude. Quatrième homme dans cette course à l'Elysée pour l'instant, François Bayrou voulait reprendre la main ce matin après une longue séquence médiatique occupée par François Hollande et Nicolas Sarkozy. Sans en attendre le résultat, il a promis de renouveler l'exercice sur l'éducation, l'agriculture et les institutions. Reste que la perspective d'un duel de second tour entre François Hollande et Nicolas Sarkozy est confortée par les derniers sondages d'opinion. François Bayrou et Marine Le Pen cèdent du terrain. Alors qu'un candidat disparaît du champ, Jean-Pierre Chevènement, crédité de moins de 1%, il renonce. Une décision sage, a dit aussitôt François Hollande, mais il n'est pas le seul à tendre la main aux électeurs et au candidat lui-même souverainiste de gauche, Mounir Soussi. Un candidat de moins dans la course à l'Elysée. Comme en 2007, Jean-Pierre Chevènement n'ira pas jusqu'au bout. Le président du MRC estime avoir accompli sa mission dans cette campagne. Avec moins de 1% des intentions de vote, il tire les conséquences. Ayant pu exercer autant que je le pouvais le rôle pédagogique que je m'étais assigné et n'ayant plus aujourd'hui les moyens de continuer ma campagne, je décide de retirer ma candidature. Personnalité atypique à gauche, Jean-Pierre Chevènement a toujours fait entendre sa propre musique dans son camp, que ce soit sur la souveraineté ou les questions de sécurité. Aujourd'hui, il est en croisade contre l'Eurofort et pour une réforme de l'Union européenne, des thèmes partagés par d'autres candidats encore en lice qui n'ont pas tardé à courtiser l'ancien ministre. Le candidat souverainiste de droite, Nicolas Dupont-Aignan, l'appelle à former un rassemblement des républicains des deux rives. Pour Jean-Luc Mélenchon et le Front de gauche, le soutien du Tché serait un honneur. Au Parti socialiste aussi, on flatte le sénateur de Belfort. Arnaud Montebourg lui rendait un hommage appuyé ce matin. En discussion avec le PS sur un accord électoral en vue des prochaines législatives, Jean-Pierre Chevènement fait durer le suspense sur son futur ralliement. Il dévoilera le nom de celui qu'il soutient, le moment venu, dit-il. Nicolas Sarkozy déposera un nouveau texte en cas de censure de la loi pénalisant la négation du génocide arménien. Le Conseil constitutionnel a été saisi hier par 2 groupes de sénateurs et de députés de toutes tendances. Selon un participant au Conseil des ministres, le chef de l'État a reproché aux ministres opposés au texte de ne pas voir plus loin que le bout de leur nez. Ce serait donc le cas d'Alain Juppé, actuellement à l'ONU, à New York, et de Bruno Le Maire. Nicolas Sarkozy a précisé qu'il redoutait que des négationnistes de la Shoah tirent profit d'une éventuelle censure des sages du Conseil constitutionnel. L'ancien ministre Éric Woerth attendu à Bordeaux le 8 février pour être mis en examen dans l'affaire Bettencourt. Outre le financement de partis illicites, Éric Woerth pourrait se voir soupçonné d'abus de faiblesse. Les sommes
qu'aurait versé la milliardaire l'ont été en effet après le début de sa maladie cérébrale. Éric Woerth dément avoir perçu toute enveloppe de la part de l'héritière de L'Oréal. L'offensive aujourd'hui de Nicolas Dupont-Aignan contre la hausse des péages d'autoroute, plus 2,5% en moyenne aujourd'hui. Le candidat à la présidentielle a choisi de jouer à Robin des Bois. Il s'en inspire ouvertement à Saint-Arnoul, dans les Yvelines. Reportage de Thomas Raguet. Non raquette les autoroutes. Les sociétés privées n'ont pas à raqueter les usagers. Allez. Tiens, laissez, je vais tenir. Voilà. péage ouvert. Nicolas Dupont-Aignan contre les seigneurs de la route. Avec plusieurs militants de son mouvement Debout la République, le candidat à la présidentielle a permis ce matin à quelques dizaines d'automobilistes chanceux de passer sans payer. C'est bien, c'est bien. Ça va être gratuit tout le temps. Mais on est bien d'accord. On est bien d'accord, monsieur. Allez-y, bon courage et bonne journée. Allez-y. C'est une opération péage gratuit. Bonjour. Devant toute la presse française. Et ça va, mais rassurez-vous, on fait les choses symboliquement. Une opération symbolique. Et pour Nicolas Dupont-Aignan, un message à délivrer en ce jour de hausse des prix. Ils ont acheté les autoroutes de France, 14 milliards. Ça a été sous-évalué à l'époque de 10 milliards. La Cour des comptes en 2008 a dit que les autoroutes valaient 24 milliards. On les a cédées, le gouvernement Villepin, à 14 milliards. On est revenu sous l'ancien régime. L'ancien régime. Voilà, les seigneurs, les nouveaux seigneurs, ils n'ont plus de château. Les nouveaux seigneurs, ils sont installés là, voilà. Et avec la complicité de l'État élu au suffrage universel, des gouvernements, c'est incroyable. 20 minutes plus tard, fin de la prise de péage. On va continuer. Les actions coup de poing, Nicolas Dupont-Aignan en promet d'autres durant sa campagne. Ironie de l'histoire, lui et ses militants ont dû bel et bien payer le péage ce matin. Bonsoir, monsieur Derboul. Bonsoir, vous êtes le président de l'association 40 millions d'automobilistes. Est-ce que vous vous êtes confronté à ceux que monsieur Dupont-Aignan nomme les nouveaux seigneurs? Ce ne sont pas les nouveaux seigneurs. Ce sont des gens qui appliquent un contrat signé par l'État tout à fait raisonnablement. Ah bon? Vous ne vous indignez pas de cette hausse qui est un rituel en cette saison, il faut le dire? Je ne m'indigne pas de cette hausse. Je trouve qu'elle est difficilement supportable par l'usager. Mais les autoroutiers ont parfaitement raison d'appliquer un contrat. Étant un homme de contrat, ils appliquent un contrat. D'accord. Vous êtes notaire de profession, c'est bien cela. Hein. Le sénateur UMP Alain Fouché cite un chiffre d'affaires pour les sociétés d'autoroutes de plus de 8 milliards d'euros et des bénéfices en hausse de 65% sur 5 ans. Pour vous répondre simplement et factuellement, si vous envisagez un prix de péage à 10 €, une société d'autoroute gagne 2 €. 20%. Donc vous estimez que pour le service rendu, cela est raisonnable? Complètement, compte tenu du fait que c'est le prix de la sécurité. Il y a 7 fois moins de morts et de tués sur autoroute que sur le réseau secondaire. Est-ce que vous estimez, ou est-ce que d'après vos informations, aujourd'hui, le prix de l'autoroute dissuade des conducteurs? C'est ce que nous voulons éviter. Et nous voulons l'éviter par 2 solutions. L'un, c'est de redistribuer et de revoir les contrats d'autoroute en faisant une opération gagnant-gagnant et en permettant qu'il y ait plus d'autoroutes transversales en France. Et 2, c'est de permettre la mutualisation des autoroutes, ce que l'on appelle l'adossement. Très bien. Alors, on dit que notamment les poids lourds sont de plus en plus nombreux à déserter les autoroutes pour aller sur le réseau secondaire. Et cela, bien sûr, cela crée des conditions d'accident plus nombreuses, ce qu'on appelle... Tout à fait, M. Grossior. Les routes sont de plus en plus accidentogènes, comme on dit. C'est ce qu'il faut que nous évitions. Ouais. C'est ce qu'il faut que nous évitions. Et donc, il faut que ce prix d'autoroute soit stabilisé. Mais pour être stabilisé, il suffit de faire 2 choses. Que l'État prenne ses engagements, que l'État revoie les sociétés d'autoroute, leur demande... en contrepartie d'une augmentation de la durée de concession et en contrepartie... Ça, c'est ce qu'elles réclament. Hein. Mais bien, elles ont raison. Mais elles ont raison. Elles ont raison. Vous êtes très conciliant finalement avec les sociétés d'autoroute, alors que je vois des journaux spécialisés comme AutoPlus qui passent leur temps à dénoncer le racket des sociétés d'autoroute, mais pas seulement d'ailleurs au péage, mais un petit peu sur tout le parcours.
Monsieur Grossior, comment voulez-vous parler de raquette alors que c'est l'application d'un contrat signé avec l'État? Mais est-ce que vous remettez en cause, comme M. Dupont-Aignan, cet accord qui a été signé avec l'État il y a quelques années? Je conçois qu'on peut... Enfin, je conçois, moi, défendant les automobilistes, que c'est trop cher. Mais on ne peut pas accuser une société d'autoroute de raquette. Très bien, merci. Voilà. Et je rappelle que vous êtes le président de l'association 40 millions d'automobilistes. On ne sait pas s'ils pensent tous comme vous, mais enfin, vous avez exprimé l'avis du président. Voilà, merci. Allez, 4 autres candidats à la présidentielle aujourd'hui se distinguent. Ils signent le contrat social de la Fondation Abbé Pierre. François Hollande, François Bayrou, Jean-Luc Mélenchon et Eva Joly. Henri Guénaud représentait Nicolas Sarkozy, mais il n'a pas encore signé, évidemment, pour quelqu'un qui n'est pas officiellement candidat. Et lors de son paraphe, le candidat socialiste a été aspergé de farine. Une scène spectaculaire. C'est une Lilloise qui s'est approchée de lui avant d'être fermement maîtrisée. Elle s'est déclarée à bout de ressources. Le principal, c'est d'avoir délivré mon message, s'est contenté de dire François Hollande, donc qui a dédramatisé la situation. Voyons avec Paul Bouffard, qui a filmé ces images, ce que dit précisément le contrat de la Fondation Abbé Pierre, qui estime à 3 600 000 le nombre de personnes mal logées ou sans abri en France. Quand la Fondation Abbé Pierre interpelle les candidats, ils se déplacent en nombre, à l'exception de Marine Le Pen qui n'était pas invitée. Objectif, mettre au centre du débat présidentiel la question du logement et connaître leurs projets. Eva Joly fut la première à ouvrir le bal. Pour la candidate écologiste, le contrat social colle à son programme. La fin des expulsions et davantage de logements sociaux. Elle bouscule la loi SRU. Moi je l'augmente, je le passe de 20% aujourd'hui à 25% nationalement et à 30% à Paris, où nous en manquons beaucoup. Deuxième invité, deuxième signataire, Jean-Luc Mélenchon. Très applaudi, le candidat du Front de gauche appelle à la réquisition. Selon lui, il faut des logements 200 000 par an. Il propose aussi un taux zéro pour les logements HLM. François Bayrou, même s'il signe le contrat social, reste plus flou. Le logement ne figure pas clairement dans son programme dévoilé ce matin. À la tribune, il propose la création d'une mutuelle d'initiative publique pour garantir les risques locatifs. Ce que je signe, je le ferai. François Hollande paraphe lui aussi le contrat de la Fondation. Il s'engage à produire 500 000 logements par an, dont 150 000 sociaux. Lui aussi renforcera la loi SRU et mettra gratuitement à disposition des collectivités locales les terrains de l'État. Permettre que les logements vacants puissent être taxés pour être libérés et ainsi être offerts tout de suite à des personnes qui attendent des logements. C'est pas si difficile. Taxer aussi ceux qui retiennent les terrains qui devraient être bâtis et qui ne le sont pas parce que les propriétaires ne les cèdent pas. C'est possible. Pas encore candidat et donc pas signataire, mais tout de même présent. Nicolas Sarkozy avait dépêché son conseiller Henri Guénaud. Il indique que l'urgence est la construction de logements. Il reconnaît aussi l'échec de Nicolas Sarkozy en matière de sans domicile fixe. Le candidat UMP de 2007 avait promis que plus personne ne dormirait dehors à la fin de son quinquennat. Et Nicolas Sarkozy se rendra demain, personnellement, dans l'Essonne pour parler politique du logement. Nos invités, donc le sénateur socialiste Jean Germain, bonsoir, bonsoir. Et maire de cette belle ville de Tours, et Édouard Philippe, maire UMP du Havre. De cette belle ville du Havre. Ah, j'allais le dire, hein. Dites-moi sincèrement l'un et l'autre, est-ce que votre commune est touchée par ce qu'on appelle donc le mal logement, monsieur Germain? Pas globalement, hein, puisque nous avons 34%, selon les années, 32-34% de logements sociaux. Mais il y a toujours des gens nouveaux qui arrivent hein, dans une ville ou une agglomération qui se développe. Mais nous ne sommes pas, en tous les cas à Tours, un endroit, je vais dire, en tension. Combien de temps, par exemple, pour obtenir un logement social à Tours? Écoutez, je pense que... Franchement, au bout de 2-3 mois, les gens ont un logement. Alors peut-être pas celui qui est immédiatement demandé, voilà, mais voilà. Et au Havre, monsieur Philippe? On est dans une situation qui est sans doute un peu différente, mais en tout cas les chiffres sont comparables. On a 33% de logement social. Donc vous êtes tous les deux largement au-dessus, hein, très au-dessus des 20% exigés dans le cadre de la loi. Très au-dessus, avec évidemment, comme probablement dans toutes les villes, des problèmes de logement, au sens où sans doute beaucoup d'habitants aimeraient trouver plus vite et moins cher ailleurs, ce que je peux parfaitement comprendre. Cela dit, on est dans une situation où on arrive à répondre aux demandes de logement sur tout ce qui est application de la loi DALO notamment. On n'a pas noté de problème cette année au Havre. D'accord. Est-ce que vous contestez l'un et l'autre alors le diagnostic qui est établi par la Fondation Abbé Pierre sur les 3 600 000 personnes
Non, pas du tout, parce que d'abord, je crois qu'il faut faire une différence entre la région Île-de-France, où il y a une tension comme sur le logement terrible, et puis 2 ou 3 autres régions, je pense par exemple du côté de Nice, ces endroits-là, et puis le reste de la France. Et alors après, évidemment, on peut avoir des problèmes, ce sont pour des catégories particulières. Hein. Vous évoquiez tout à l'heure les personnes sans domicile fixe, vous évoquiez un certain nombre de sujets. Il est sûr que là, on n'est pas amené à répondre immédiatement. Et on n'est pas, j'allais dire, des magiciens. Hein. Mm-hmm. Oui, moi, je suis également frappé par la très grande diversité de la question du logement. Je ne méconnais pas du tout et je ne conteste pas du tout le constat que propose la Fondation Abbé Pierre, mais je suis moi aussi frappé par l'extrême diversité de la question du logement. On ne peut pas raisonner de la même façon en matière de logement dans un endroit où la pression urbaine et foncière est très forte et dans des endroits où la pression est moins forte. Au Havre, on a une population qui diminue très légèrement. Ce n'est pas évidemment la même façon d'aborder le problème du logement que dans des endroits où la pression démographique est considérable. Donc je crois qu'il faut se garder en matière de logement d'idées trop simples, de solutions trop simples. La diversité, la complexité et la durée nécessaire pour faire changer les choses en matière de logement incitent. Je pense que c'est un constat qui est partagé par l'ensemble des maires à beaucoup de modestie. Alors là, on a des difficultés pour loger les personnes sans aucune ressource. Hein, il y a eu un article aujourd'hui dans Libération là, sur des opérations que nous faisons, mais qui touchent 20 personnes, 40 personnes. Donc là, je crois que c'est un sujet qu'on n'arrive pas bien à régler. Que vous déconnectez du problème du logement dans son ensemble. Oui, c'est la grande précarité. La grande précarité, parce que c'est un sujet, comment dire, à part et qu'il faut bien traiter, avec des foyers logements, avec des aides aussi. On a aussi beaucoup d'efforts à faire sur le coût du logement. Hein, je pense que c'est ça quand même, parce qu'on peut avoir le logement, mais un logement trop cher pour les gens. Vous avez des personnes qui mettent à peu près 40% de leurs revenus dans un logement et sur des revenus qui sont des revenus faibles. Alors ça va pas. Ça va pas. Et quand on ajoute le prix du loyer plus le prix des charges, voilà 40% de votre revenu. Quand vous avez un revenu qui est légèrement en dessous du SMIC, c'est pas tolérable. Donc là-dessus, il faut qu'on fasse vraiment des efforts. Oui, alors l'une des propositions émises par Nicolas Sarkozy, c'est d'augmenter de 30% les droits à construire. Hein, et donc ça, c'est de votre responsabilité, les maires. Est-ce que c'est une mesure que vous allez accepter dans votre commune au Havre, par exemple ? Écoutez, pour l'instant, on est sur une annonce du président de la République. Oui. C'est plus une idée, c'est plus une proposition qu'une loi. Si on disait qu'elle est applicable aujourd'hui à un sénateur qui n'a pas encore voté la loi, ou qui la votera peut-être pas d'ailleurs, ça appartient au choix de chacun, il serait surpris. Ce qu'il y a derrière cette idée, c'est de dire, en tout cas ce que j'en ai compris, c'est de dire que dans un certain nombre de zones, pas dans toutes, pas dans les zones qui sont protégées au titre de la loi littorale, au titre de la loi montagne, ou au titre, par exemple, des protections de zones urbaines type ZPP-AUP, bref, dans un certain nombre d'endroits, nous devons faire en sorte d'accroître la densité urbaine. C'est quelque chose qu'on peut entendre. Nous devons essayer de faire baisser le prix au mètre carré du logement. C'est quelque chose qu'on peut entendre. Ce qui est intéressant, je crois, dans la proposition du président de la République, qui doit être discutée, qui doit peut-être être affinée par le Parlement, mais ce qui est intéressant, c'est de dire comment est-ce qu'on fait pour permettre cette densification, tout en laissant les maires, et je trouve que c'est intéressant, tout en laissant aux maires le soin d'apprécier, aux maires et aux conseils municipaux, le soin d'apprécier si oui ou non on fait usage de cette faculté. C'est donc une proposition, une faculté qui est ouverte par l'État, et il revient aux conseils municipaux de décider si oui ou non ils l'appliquent. D'accord. Bon, vous attendez pour voir en quelque sorte, hein, vous ne répondez pas encore. Vous voulez étudier la question? Non, je considère le principe a déjà été évoqué sur des constructions particulièrement Ça vous serait utile ou pas au Havre? Ça peut l'être utile, mais voyons le dispositif. D'accord, et à Tours? Je ne crois pas beaucoup à cette mesure pour des raisons, j'allais dire, juridiques évoquées pudiquement par mon collègue du Havre. Vous comprenez, il y a des PLU, il y a des architectes d'urbanisme locaux. Oui, il y a des architectes des bâtiments de France, il y a des plans de prévention des risques d'inondation, il y a des préventions de risques sismiques. Voilà, je crois beaucoup plus à la disposition qui consisterait à faire que l'État ou des établissements publics comme RFF, dépendants de l'État, mettent à la disposition des communes. Ça, c'est la proposition de François Hollande. Immédiatement, j'y crois plus, excusez-moi, et j'y crois plus, beaucoup plus. Et donc, je crois que ça permettrait immédiatement de dégager construire. du foncier. Oui, et surtout sur un autre sujet important, sur le foncier public, le foncier privé. Le foncier public, je crois que ça permettrait de faire par exemple des baux amphithéotiques
ou un bail à construction. C'est-à-dire que l'État pourrait rester propriétaire de ce terrain. Ensuite, un office d'HLM construit, et pendant 90 ou 99 ans, c'est le cas. Et je pense que sur le foncier, il faudra que la France évolue sur le problème du foncier, y compris, j'allais dire, sur le foncier privé. Parce qu'on ne peut pas. Le droit de propriété est inviolable et sacré. Ah non, vous n'allez pas exproprier les propriétaires pour construire. Mais l'intérêt général est également sacré. Et est-ce qu'on peut tolérer qu'en plein cœur d'une grande ville, parce qu'il y a un propriétaire qui a 100 mètres carrés, qui ne veut absolument pas qu'on construise, on ne puisse pas le faire? Eh bien, moi je trouve que c'est gênant et qu'on doit discuter de ça. Oui. D'autres pays arrivent à le faire aussi. D'autres pays arrivent à le faire. Il ne s'agit pas de spolier des gens, mais l'utilité publique doit permettre d'avancer. Vous avez le cas concret dans votre ville? Je pense que... Vous avez des parcelles comme ça? J'essaie, si vous voulez, j'essaie au maximum de lutter, de ne pas avoir d'expropriation. Mais quand il faut faire une déclaration d'utilité publique, il faut le faire. Il y a beaucoup vous avez déjà des armes juridiques. Bien sûr, il y a des villes. Il faut dire aussi qu'il y a des villes qui ne construisent pas. Un des problèmes du logement, c'est qu'il y a des municipalités qui ne veulent pas construire. Et qui ne veulent pas construire de logements sociaux parce que ça va changer leur sociologie. Ouais. Mais les habitants, ils sont les premiers souvent à résister. Il faut quand même le voir aussi. Il faut convaincre déjà ces administrés. Vous le voyez, vous, par exemple, à Tours, avec un projet de Tours de 53 mètres qui fait débat à côté de la gare. Je vais payer des déplacements à Chicago. Donc il faut le faire raisonnablement dans la mixité sociale. Il ne faut pas avoir que des grands ensembles. Si on fait par petits paquets de 75 logements mixtes, accession sociale, loyer modéré, privé, on ne détruit pas la ville. Vous dites, bien sûr, vous êtes d'accord pour dire et pour déplorer la part prépondérante désormais des charges de logement dans les revenus de tous les ménages français. Est-ce que vous êtes pour ou contre le blocage des loyers? Nicolas Sarkozy a dit dimanche soir, même la Russie ne le fait pas. Mais quand on regarde les choses, on s'aperçoit que l'Allemagne le fait, et des pays du nord de l'Europe le font. Non. Enfin, pardon de le dire un peu brutalement, mais moi, c'est pas du tout ce que j'ai compris du système allemand. Je connais un peu l'Allemagne, j'ai vécu, j'ai regardé avec attention ce qui s'est passé. Vécu à Bonn. Exactement. J'ai pas observé qu'on avait un blocage administratif des loyers en Allemagne. J'ai observé qu'il existait une faculté réservée aux locataires d'effectuer des recours devant des juridictions pour loyer abusif. Et il ne s'agit pas de bloquer le loyer par l'administration, il s'agit d'observer quartier par quartier quel est le prix moyen fixé par le marché. Et si l'écart par rapport à un loyer proposé est supérieur de 20% par rapport au prix du marché, alors c'est déjà une arme pour limiter les loyers. Attendez, sans le bloquer vraiment. C'est peut-être une arme pour regarder les loyers, mais reconnaissez avec moi que ça n'a strictement rien à voir avec le blocage ou avec l'encadrement administratif de loyer. Puisque vous me posez la question, c'est important. Je comprends très bien qu'il y ait des gens qui pensent que encadrer un loyer... À la relocation, c'est quand on change de locataire, c'est l'idée. Je ne suis pas sûr qu'on le dise assez souvent. Dans une zone où les loyers sont exagérément élevés. Attention, on a bien fixé un prix du livre en France. On a fixé un prix du livre. Donc dans des zones où les loyers sont exagérément élevés, que l'on puisse considérer, et quand en plus ce sont des zones en tension, dans lesquelles il y a quand même des emplois qui sont créés et dans lesquels les gens ne peuvent pas y habiter de façon raisonnable, que finalement on empêche les loyers de devenir déraisonnables, ça me paraît aussi de l'utilité sociale et ça me paraît logique. Allez, c'est l'un des thèmes de la campagne présidentielle bien engagée. On va regarder vos réponses à la question du nouvelobs.com. Êtes-vous confronté personnellement à la crise du logement? Et vous avez dit oui à 41%, non à 57%. Merci à tous d'avoir participé à cette édition. À 22h, Sonia Mabrouk, à suivre sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale. Question d'info, bonsoir, à demain, 19h. J'avais 15 ans et demi quand j'ai commencé à travailler. Comment les conditions de travail ont-elles évolué? On va inventer en somme le statut de salarié. Le documentaire en 2 parties d'Anne Kounvari retrace l'histoire du salariat du début du XXe siècle à nos jours. De se bagarrer pour avoir une augmentation, simplement une augmentation de salaire. Du travail et du pain, du travail et du pain. Il était une fois le salariat, samedi à 22h sur Public Sénat. Se renseigner sur les programmes.
Voir ou revoir les émissions. Suivre le fil d'information politique et parlementaire. Pour vivre la politique en temps réel, connectez-vous et réagissez sur publicsénat.fr.